Donc, je voudrais commencer évidemment, comme les autres, avec les remerciements à l'ICRA pour l'organisation de cet événement et la possibilité d'y participer. Aussi à la Fondation McConnell pour la participation et l'enthousiasme que la Fondation a démontré pour ce sujet. Lorsque je fais mon exposé, vous allez remarquer qu'il y a certains chevauchements entre ma façon de parler de la situation et celle de Peter. C'est normal. Nous avons collaboré, travaillé ensemble pendant, je pense, plus qu'une dizaine d'années. Nous avons travaillé sur 2 ouvrages collectifs ensemble, donc c'est normal qu'on partage certaines perspectives, mais je vais quand même aborder les questions pour aujourd'hui d'une autre façon et avec des questions et des analyses un peu différentes pour vous donner une gamme de façon de penser innovation et inclusion sociale. Donc, ma présentation commence à partir de 2 constats. Le premier constat est... OK, ça ne va pas aller parce que j'ai besoin de mettre la main droite. OK, le premier constat, c'est qu'il faut faire attention à un certain glissement dans le discours politique. On a des discours et des pratiques qui ciblent la pauvreté, donc des actions anti-pauvreté. Et je ne veux pas critiquer un accent sur la prévention de la pauvreté, ce n'est pas mon affaire, mon point, mais le point est qu'une stratégie anti-pauvreté n'égale pas nécessairement et de façon automatique la promotion de l'égalité. Et pourquoi? Parce que les inégalités sont toujours plurielles. On a des inégalités qui dépassent l'inégalité de revenus. Et donc, si l'État ou la société civile lutte contre la pauvreté, il ne lutte pas nécessairement contre les autres inégalités. Donc, si l'enjeu est l'égalité et de promouvoir l'égalité, il faut faire attention à ces autres inégalités qui sont très connues. Bon, le premier, c'est la distribution de revenus. Ce n'est pas uniquement le montant, mais c'est la distribution. Ça, c'est une inégalité. Un autre, c'est les inégalités de pouvoir social, pouvoir politique. Et puis, les inégalités de participation. La participation à la vie politique, dans la société civile, dans la vie sociale en général. Et puis, il y a évidemment les inégalités des chances, unequal opportunities et ce que j'ai capabilities, dont j'ai traduit comme capacité. Donc, les politiques publiques qui visent une amélioration de la situation par rapport aux inégalités et l'égalité doivent prendre en compte ces dimensions additionnelles que la dimension de revenu. Donc, ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, c'est que la vraie, et je vais mettre entre guillemets, vraie inclusion sociale demande plus de participation pour arriver à l'égalité. Sans doute, Michel Venn va en parler davantage, mais je veux mettre de l'avant ce constat que les politiques, soit de l'emploi, les politiques sociales en général, doivent dépasser les instruments politiques, doivent faire plus que de se limiter à la redistribution de revenus et doivent s'occuper les autres dimensions d'inégalité. C'est à ce point-là que Peter s'est arrêté en parlant aussi de cette nécessité de dépasser une attention exclusive sur la question de revenus. Il faut avoir des innovations sociales qui promeuvent l'égalité entre femmes et hommes, entre groupes sociaux, entre classes d'âge et ainsi de suite, entre l'urbain, rural, etc. Donc, je voudrais
débuter après ces deux constats, je voudrais poser la question pourquoi l'État devrait-il promouvoir l'inclusion sociale et l'égalité. Je commence à ce point-là parce que je suis politologue. Les politologues s'occupent souvent de l'État. Donc, je commence toujours, je vais arriver à la société civile, il ne faut pas être trop anxieuse, mais moi, en tant que politologue, j'ai tendance à commencer avec l'État. Donc, pourquoi l'État? Et puis, parce que nos États, l'État québécois, l'État canadien, les autres ont, depuis plusieurs années, pris comme un objectif une certaine promotion de l'inclusion sociale, certainement, et même de l'égalité. Donc, pour répondre à cette question, pourquoi, on a plusieurs types de réponses. Je vais parler de 4 types. Il y a des arguments qui misent sur la moralité. Il est juste. Je ne vais pas m'arrêter ici parce que je ne suis pas philosophe et je prends pour acquis que la justice sociale demande ce genre d'activité. Il y a les arguments pour l'efficacité. Un certain niveau d'inclusion sociale protège la cohésion sociale et assure la stabilité et l'équité. On entend souvent ce genre d'argument pourquoi il faut pourquoi il faut promouvoir l'inclusion sociale. C'est un argument valable comme le premier. Il y a aussi les arguments qui misent sur les avantages économiques de l'inclusion sociale. Et ici, peut-être le plus connu, c'est le livre de Kate Pickett et Richard Wilkinson, l'argument que c'est payant de limiter les inégalités parce que les sociétés plus égalitaires sont plus innovatrices en matière économique, santé, etc. Quatrième type d'argument, c'est un argument que c'est nécessaire pour arriver à d'autres fins. L'OCDE, depuis maintenant une dizaine d'années, élabore les arguments en termes de l'égalité est payant. C'est nécessaire si nous voulons avoir la croissance. La croissance inclusive nécessite un certain niveau d'investissement sociaux. Donc, le plus récent, c'est tout concerné, pourquoi moins d'inégalités profite à tous. Et je place l'Institut du Nouveau Monde dans cet argument, dans cette position, tout pas exclusivement parce qu'il y a d'autres dimensions de ces arguments, mais je pense qu'il entre ici aussi. Donc, voici les types d'arguments, mais si on imagine qu'il y a les arguments pourquoi. Attendez juste une minute, je pense que j'ai perdu une page. S'il y a des arguments pourquoi, on peut poser la question de quelles sont les innovations sociales. Je suis là pour parler d'innovation sociale. J'arrive enfin au sujet. Pourquoi les innovations sociales, quelles sont les innovations sociales pour l'inclusion sociale et l'égalité? Et en tant que prof, je ne peux pas continuer sans parler des définitions, parce que c'est ça que les profs font. Donc, on a une définition d'innovation sociale. Voici la définition de l'Union européenne. Donc, vous pourriez le lire beaucoup plus vite que je peux le dire. Donc, je vous laisse lire la définition de l'Union européenne qui est utilisée maintenant dans tous ces programmes qui sont à la fois les programmes de l'Union en tant que tels et qu'elle promeut auprès des États membres pour encourager l'innovation sociale. Ce que me frappe est que si on prend la définition de la Fondation McConnell, on voit presque la même définition. Donc ça, c'est une définition très partagée, cette idée que les innovations sociales sont des idées, des produits, des services nouveaux, ainsi que les institutions et les rapports nouveaux. Parce qu'on a des problèmes sociaux urgents. Donc, ce n'est pas surprenant que les deux ont plus ou moins la même distinction. Ce que je dirais, juste pour distinguer un peu ces deux définitions, est que dans la définition de l'Union européenne, nous voyons juste à la fin de la citation
la définition parle de l'amélioration des services sociaux. Donc, et l'idée de social services, on ne le trouve pas nécessairement dans la fondation, définition Fondation McConnell pour une raison très simple, qui est l'Union européenne, c'est un gouvernement, un quasi-État, tandis que la Fondation McConnell, c'est une fondation qui agit dans le secteur social. Donc, mais l'idée d'innovation, c'est qu'il faut imaginer, il faut développer, il faut innover. On utilise innovation pour une raison. Il faut avoir les expériences. Souvent, on entend parler et à l'Union européenne et dans les fondations comme McConnell, on entend parler de scaling up. On commence avec les projets pilotes et on fait les expériences et on arrive à un autre niveau. Donc, c'est comme ça que je pense qu'il faut penser, il faut penser les innovations sociales. Je voudrais juste m'arrêter ici pour une minute pour parler de quel est l'état de la question dans les études qui ont été faites ailleurs. Et sans doute, vous connaissez très bien l'impact de ces études, donc je ne vais pas m'arrêter trop longtemps là-dessus. Mais il y a, je pense, en regardant à l'extérieur, il y a certaines leçons qu'on peut tirer, pas nécessairement importer, mais les leçons qu'on peut tirer de ces exemples pour les cas montréalais, pour le Québec et pour le Canada. Et je voudrais parler d'une publication récente qui a été, c'est un document de recherche qui a été publié par des collègues européens. Ils ont fait une étude des innovations sociales dans plusieurs villes européennes, dans un nombre important de villes européennes. Et leurs deux grandes conclusions sont qu'il y a, premièrement, des avantages importants liés au régime mixte. Donc, un mix qui donne des collaborations entre secteur public, secteur privé et société civile. Donc, pour un groupe comme vous, ce n'est pas choquant. Vous savez déjà dans votre travail l'importance des collaborations, des partenariats, etc. Mais cette étude de comparaison dans les villes européennes démontre les vrais avantages lorsque les secteurs collaborent au niveau de financement, mais aussi au niveau de livraison des services. Et je pense que c'est un message qu'on peut... auquel on peut penser davantage et surtout dans la discussion qui va venir. But now I want to move to the question of what kinds of social innovations might be the most useful. And here I'm going to make a third proposition, which is that public policies that are going to really advance equality in the multiple dimensions that I talked about at the beginning have to have three legs. It has to be a stool with three legs. And I'm going to illustrate this with two examples of social innovations which are currently much discussed, and I'm going to point to some of the limits of not paying attention to the three legs. So the first, as I said, the characteristics are that they have to incorporate elements which help people to be more resilient and help societies to be more democratic, because societies which are more inclusive and demonstrate more, societies which are more democratic are also more egalitarian. And so how can this three-legged stool be brought about? And so for my two examples, I want to talk about an innovation which is very recent,
and one which is merely being discussed. So this kind of innovation for social inclusion involves a redistribution of revenues, one of the legs of the stool certainly, but it also involves new rights and it involves new services. And here again, I'm coming over onto the same territory as Peter. So let's think about the first example, the new child benefit that was announced in the budget in 2016. This is a great policy instrument. I'm not critical of it at all. I agree with the evaluation that the ministers have made. It's going to reduce poverty and it's going to increase income. Okay, we accept that. But will it do anything for equality? And this is where I have a more skeptical and more critical set of comments. I think that it will do something about inequality of income, but it's much more limited in terms of whether it will affect the distribution of power and the distribution of resources between families. So it's a one-legged stool. And what would be a more appropriate division? The second leg of the stool would be to provide access to services. And here, I'm not going to rehash the well-known arguments about why we need childcare and affordable childcare and accessible childcare and why that has to be of good quality as well as existing. But without the addition of the element of childcare services, the redistribution of income remains limited. Why? Because, as this chart tells you, if you could read it, is that the distribution of childcare costs are extremely uneven, and childcare outside of Quebec is extremely expensive. So that the 2,300 increase in income will basically give a family in Toronto 2 months of childcare, according to the cost of it. So it's going to increase their income. It's going to give them 2 months, but 2 months is not 12 months. 2 months is not 11 months if we think about vacations. So new services and rights. Parental leave is not part of this change. They're beginning to talk maybe about a father's allowance, and there's nothing about family allowances. And we know from Quebec that adding in those kinds of benefits, of paternity benefits, and access to parental benefits, wider access, has increased the sharing of work within the family, or the sharing of parenting within the family. And these have had real consequences, and the differences between Quebec and the other provinces demonstrate that the addition of new rights along with new income and along with new services can change the inequalities within a society. So that we know these things, and therefore my criticism of the federal government's policy is that it only has one leg and not three. Let's look at another example that's much discussed, the example of a basic income. And the Prime Minister of Quebec has talked about it. The Minister of Families, Children, Social Development has talked about having a guaranteed minimum income. Does this pass my test? Is this a three-legged stool, an innovation? Obviously, it's an instrument for redistributing income at the lower end of the ladder. But does it do anything about equality? For a basic income to be a social innovation, and a social innovation that would increase social inclusion and reduce inequalities, it would have to be accompanied by changes in public services and rights. And that these themselves would have to be seen to be innovations. Again, simply changing the distribution is insufficient. It doesn't make it three-legged. What would these innovations be? This is where you people come in, because it involves a new imagination and imagining new kinds of services and new kinds of right. It involves imagining, for example, how to increase the access to participation and new voices for those who are marginalized. And it involves imagining how this kind of mixed system of welfare that I talked about is the lesson from the European book, how that would be brought about. This therefore takes a lot of experimentation.
and I'm the academic. So I'm going to cop out here, and I'm going to say what I need is, rather than telling you what to do, is I need you to think about the ways in which the mixed regimes of welfare, the participation of these sectors can be combined to provide services that promote equality between age groups. How can we include and assure social inclusion for the young and for the elderly? How to include them into democratic life? What are the necessary accompanying services? And what is the role of each of the actors in this? What would the mixed regime of welfare look like to break isolation, to improve access to employment? What are the rights that would be necessary in terms of housing? How can that be brought about? And to work. These are just examples, but that's the questions that I think that we need to address, is how to do it. The message I want to leave with you is that a one-legged public policy is inadequate. It depends on those other two legs, and very often those other two legs come from the kinds of mixed regimes of welfare that are represented in the room, and therefore I hope in the discussion we'll be able to think about how to get those other two legs attached and move forward. Thank you.